Je l'ai reprise. Je l'ai relue, lentement, méthodiquement. Les dates remontaient à loin. 20 ans. Peut-être plus. Ce n'était pas une erreur récente. Ce n'était pas une maladresse. C'était une organisation. Une construction. Un secret entretenu avec constance, discipline et une certitude glaçante. Celle que je ne découvrirais jamais rien. Un secret qu'il pensait éternel. Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai ouvert un vieux tiroir. J'y ai trouvé un carnet que je n'utilisais plus. À la première page, j'ai écrit la date. Puis, sans trembler, j'ai noté « Découverte d'un compte bancaire inconnu ». Réaction d'André, menace. Pas d'explication. Ce n'était pas encore un plan, c'était une trace. La première. À cet instant précis, je n'étais pas encore une femme prête à agir. J'étais une femme qui venait de comprendre que sa vie reposait sur une omission volontaire. Et cette compréhension alla, une fois installée, ne repart jamais. Je ne savais pas encore ce que je ferais. Je savais seulement ceci. Je ne refermerai plus les yeux pour préserver un mensonge qui n'était pas le mien. Pour comprendre pourquoi ce secret a pu durer aussi longtemps, il faut revenir bien avant cette enveloppe beige, bien avant la menace murmurée dans la pénombre. Il faut revenir à la femme que j'étais avant de devenir celle qui ouvre les yeux. Je n'ai jamais été une femme méfiante. J'ai été élevée dans l'idée que la loyauté est une colonne vertébrale. On ne la tord pas, même quand elle fait mal. On ne la questionne pas, surtout quand il s'agit du mari. Dans ma famille, une femme solide, c'était une femme qui tenait sans bruit. Ma mère disait souvent, un couple, ça se répare en silence. J'ai longtemps cru que c'était de la sagesse. J'ai rencontré André jeune. J'avais 20 ans à peine. Il était plus âgé, déjà installé dans la vie, rassurant. Pas un homme flamboyant, non. Un homme sérieux, mesuré, qui donnait l'impression que rien ne pouvait déborder autour de lui. Cette impression m'a séduite, plus que je ne l'ai compris sur le moment. J'avais besoin de stabilité, de quelque chose qui ne tremble pas. Nous nous sommes mariés rapidement, pas par précipitation, mais par évidence. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous avons construit une vie sans éclat. Une maison achetée avec prudence. Un enfant désiré. Des habitudes réglées comme une horloge. J'ai travaillé à mi-temps pour m'occuper de notre fils. J'ai géré les comptes. J'ai organisé les vacances, les fêtes, les visites de famille. André travaillait beaucoup. Il disait que c'était pour nous. Je l'ai cru. Avec le temps, notre couple est devenu fonctionnel. Efficace. On ne se disputait presque jamais. On ne se disait pas grand-chose non plus. Mais je confondais cette absence de conflit avec de la paix. En réalité, c'était surtout une absence de questions. Il y a eu des signes. Bien sûr qu'il y en a eu. Des détails que j'ai choisi d'ignorer. Des absences trop régulières, pour être totalement sain, innocente, des appels qu'il prenait toujours à l'écart. Une manière de protéger son téléphone comme on protège un coffre. Je me disais qu'un homme a droit à son jardin secret. Je me disais que la confiance consiste à ne pas forcer les portes. Donc, quand l'argent devenait parfois plus serré sans raison claire, je réduisais mes dépenses. Je faisais attention. Je n'interrogeais pas. J'avais été élevée ainsi, quand quelque chose cloche, on ajuste. On ne confronte pas. Notre fils a grandi. Il a quitté la maison. Et c'est là que le silence a pris plus de place. Les soirées étaient longues. André parlait peu. Il s'absentait davantage. Il disait que le travail l'occupait plus que plus. Jamais. Je n'ai pas douté. Ou plutôt, j'ai étouffé le doute dès qu'il apparaissait. Si tu dis un mot de plus, tu détruiras tout. La phrase est tombée dans la chambre comme un couvercle qu'on referme brutalement. André était debout, dos à moi, face à la fenêtre entr'ouverte. La lumière du couloir dessinait sa silhouette rigide, étrangère. Il ne criait pas. Il ne suppliait pas. Il ordonnait. Et ce ton-là, je ne l'avais jamais entendu chez lui. Je suis restée assise sur le bord du lit, l'enveloppe encore ouverte dans la main. Une enveloppe banale, couleur beige, arrivée par erreur avec le courrier du matin. Pas de logo, pas de lettre d'accompagnement. Juste quelques feuilles pliées, un relevé bancaire ancien, et un nom que je connaissais trop bien, le sien. André Martin. Mais l'adresse, elle, ne m'était pas familière. Une autre ville.
une autre rue, une autre vie. Je n'avais pas levé la voix, je n'avais pas accusé, j'avais simplement demandé « C'est quoi, ça ?» Il s'était figé, littéralement, comme si son corps avait compris avant Lou que le mensonge venait de se fissurer. Puis il avait levé les yeux vers moi, et dans ce regard, j'avais vu quelque chose de glacial. Pas de la honte, pas du regret, la peur de perdre le contrôle. Si tu dis un mot de plus, tu détruiras tout. Tout quoi? Notre mariage? Notre maison? Notre histoire? Ou bien son secret? Cette nuit à là, je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je sentais confusément que chaque mot prononcé à cet instant serait utilisé contre moi plus tard. Alors, je me suis tue. Et ce silence, contrairement à tous les autres que j'avais acceptés au fil des années, n'était pas un renoncement. C'était un premier pas en arrière, un pas pour mieux voir. Je me souviens très précisément du bruit de l'horloge, du souffle d'André, court, tendu, de la sensation étrange dans ma poitrine, ni douleur, ni colère, une lucidité sèche. Comme si, soudain, tout ce que j'avais refusé de nommer prenait forme. Je connaissais André depuis 42 ans. 42 ans de vie commune, de matins pressés, de dîners tièdes, de silence confortable qu'on confond avec la paix. J'avais cru connaître cet homme, parce que j'avais partagé son toit, son lit, son nom. Mais ce soir, à là, je comprenais que partager une vie ne signifie pas toujours partager la vérité. Je me suis levée lentement. J'ai posé l'enveloppe sur la commode. André n'a pas bougé. Il me tournait toujours le dos. Comme s'il savait que, s'il se retournait, quelque chose se briserait, définitivement. On en reparlera. Et je dis simplement. Ma voix était calme. Trop calme, sans doute. Il n'a pas répondu. Et ce silence, de sa part, n'était pas une victoire. C'était un aveu. Je me suis couchée sans le toucher, sans le regarder. Les yeux ouverts dans l'obscurité. À côté de moi, son corps était tendu, éveillé lui aussi. Deux étrangers partageant un lit trop étroit pour contenir un mensonge aussi ancien. Je n'ai pas dormi. Dans ma tête, des images revenaient. Des souvenirs anodins qui, soudain, prenaient un autre sens. Ces déplacements professionnels, trop fréquents. Certaines fins de mois étrangement serrées, malgré des revenus stables. Des appels qui prenaient toujours dehors. Des week-ends où il disait devoir rester au bureau. J'avais toujours expliqué. Toujours arranger la réalité pour qu'elle reste supportable. Parce que j'étais de cette génération de femmes à qui on a appris que poser trop de questions abîme les couples. Que la patience est une vertu. Que le silence est parfois plus élégant que la vérité. Mais cette nuit à là, allongée à côté d'un homme qui me cachait quelque chose depuis des années, j'ai compris une chose essentielle. Le silence n'est vertueux que lorsqu'il est choisi. Le mien ne l'était plus. Au petit matin, André est parti tôt. Trop tôt. Sans bruit. Comme quelqu'un qui fuit un champ de ruines avant le lever du jour. Je suis restée seule dans la chambre, avec cette enveloppe devenue soudainement lourde comme une preuve. Je pensais que le couple, après 40 ans, se transforme forcément en quelque chose de plus discret, moins passionné, plus silencieux. Je pensais que c'était normal de ne plus tout partager. Je pensais que la fidélité ne se mesurait pas à la transparence, mais à la durée. Et puis il y avait moi. Je m'étais tellement habituée à être celle qui arrange, qui comprend, qui fait passer l'autre avant elle, que je ne savais plus comment exister autrement. Mon identité s'était lentement confondue avec le bon fonctionnement de la famille. Tant que tout semblait tenir, je me sentais utile, nécessaire. Alors quand des incohérences apparaissaient, je les corrigeais mentalement. Je trouvais des explications. Je protégeais l'image du couple, parfois même contre moi-même. La parcée. Parce qu'admettre qu'il y avait un mensonge, c'était admettre que je n'avais pas vu, pas su, pas voulu. Avec le recul, je comprends que le secret d'André n'a pas survécu seulement grâce à son habileté. Il a survécu parce que je l'ai aidé sans le savoir. Par ma patience, par ma peur de déranger, par cette idée profondément ancrée que poser trop de questions, c'est déjà trahir. Je n'étais pas faible, j'étais conditionnée. La vie d'avant, celle que je revis aujourd'hui avec lucidité, n'était pas malheureuse. Elle était simplement construite sur une omission. Une omission que je prenais pour de la confiance.
Une omission qui permettait à André de mener une existence parallèle sans jamais être inquiété. Ce secret qu'il pensait éternel s'enracinait dans une chose très simple et très ancienne. Ma loyauté silencieuse. Et c'est sans doute ce qui a rendu sa chute si inévitable. Parce que lorsqu'une femme cesse de confondre fidélité et effacement, tout l'édifice bâti sur son silence commence à trembler. Les premiers signes n'ont pas surgi comme une tempête. Ils se sont installés avec la patience, des choses qui savent qu'on ne veut pas les voir. À l'époque, je les appelais des détails. Aujourd'hui, je sais qu'ils formaient déjà un langage. Il y avait d'abord les absences, pas des absences franches, annoncées, assumées, des absences floues. André disait « rentrer tard », puis plus tard encore. Il parlait de réunions imprévues, de dossiers urgents, de collègues à dépanner. Je hochais la tête, je réchauffais le dîner, je me couchais seule. Et le lendemain, je n'en parlais pas, parce que revenir sur une absence, c'est déjà soupçonné. Lui, il y avait son téléphone, toujours avec lui, toujours posé écran contre la table. Il ne le laissait jamais dans le salon, même pour aller chercher le courrier. Quand il recevait un appel, il se levait presque automatiquement. Il sortait sur la terrasse. Il parlait à voix basse. Quand je demandais qui c'était, il répondait vaguement. Un collègue. Un client. Quelqu'un du travail. Je voulais le croire. J'avais besoin de le croire. Il y a eu aussi l'argent. Rien de brutal. Pas de grosses sommes manquantes. Mais des fins de mois étrangement tendues. Des explications rapides. Des phrases comme on en dit pour fermer un sujet. J'ajustais mes dépenses. Je reportais un achat. Je me disais que la prudence était une vertu. Je me souviens d'un dîner en particulier. Nous étions seuls, face à face. Je lui avais parlé d'un projet. Rien d'extravagant, juste refaire la salle de bain, devenue difficile avec mes douleurs. Il avait soupiré, longuement. Puis il avait dit que ce n'était pas le moment, que les finances étaient compliquées, que je ne me rendais pas compte. Cette phrase m'avait blessée, pas sur le moment. Plus tard. Parce que je gérais les comptes depuis toujours. Parce que j'avais toujours su exactement ce que nous pouvions ou non nous permettre. Et soudain, je devenais celle qui ne comprenait pas. C'est là que les petites humiliations ont commencé. Très discrètes, presque élégantes. Il corrigeait mes souvenirs. Il rectifiait mes phrases devant les autres. Il me disait que je confondais les dates. Mais il me rappelait des choses que je savais parfaitement. Au début, j'ai ri. Puis j'ai douté. Parce que douter de soi est plus facile que d'imaginer un mensonge chez l'autre. Ah, quand je proposais de l'accompagner lors de certains déplacements, il refusait. Toujours poliment. Toujours avec une bonne raison. Trop de travail. Pas intéressant pour moi. Fatigant. Inutile. Je finissais par ne plus proposer. Je vois peu à peu, je me suis retrouvée dans une position étrange. Toujours présente, mais jamais incluse. Comme un meuble familier qu'on contourne sans y penser. Je continuais pourtant à faire tourner la maison. Les repas, les rendez-vous, les anniversaires. Je jouais mon rôle avec sérieux. Parce que c'était ainsi que j'existais depuis des années. En assurant la continuité. Et puis il y avait cette sensation, difficile à décrire. Une impression de décalage. Comme si André vivait légèrement en avance sur moi. Comme s'il avait toujours une longueur d'avance. Une information que je n'avais pas. Un agenda qui ne m'appartenait plus. Je me souviens m'être surprise à penser un jour, il a une vie dont je ne fais pas. De bleu. Parti. Cette pensée m'a fait peur. Alors je l'ai repoussée. J'ai trouvé des explications rassurantes. L'âge, la routine, le couple qui évolue, tout sauf la vérité. Les humiliations ne prenaient jamais la forme d'un affront direct. Elles étaient enveloppées de calme, de logique, de supériorité, tranquille. Il me parlait comme on parle à quelqu'un qu'on doit ménager. Pas parce qu'on l'aime. Parce qu'on le juge fragile. Et moi, je me suis mise à me taire davantage. À choisir mes mots. À éviter certains sujets. À réduire mes besoins pour ne pas créer de tension. Je croyais préserver l'équilibre. En réalité, je me retirais. Le secret d'André ne se nourrissait pas seulement de ses mensonges. Il se nourrissait de mon effacement progressif. De cette place que je laissais vide sans m'en rendre compte. Je n'avais pas encore découvert la vérité. Mais déjà, je n'étais plus vraiment chez moi dans ma propre vie.
Et ce malaise sourd, cette fatigue sans cause apparente, cette impression d'être devenue transparente, c'était le premier prix à payer pour un secret qu'il pensait éternel. La goutte d'eau n'est pas arrivée sous la forme d'une révélation spectaculaire. Elle a pris la forme d'un geste banal, presque domestique. Un de ces gestes qu'on fait machinalement, sans imaginer qu'ils vont faire basculer une vie. C'était un matin ordinaire. André était parti tôt, comme souvent. J'avais entrepris de ranger un placard de la chambre, celui où s'entassent les papiers, qu'on ne regarde plus vraiment. Factures anciennes, garanties, notices inutiles. Je faisais cela lentement, sans but précis, juste pour occuper mes mains et calmer cette fatigue étrange qui m'accompagnait. Depuis des mois, au fond du placard, derrière une pile de dossiers jaunis, j'ai trouvé une petite boîte métallique. Rien d'extraordinaire. Une boîte grise, discrète, fermée par un couvercle un peu raide. Je ne l'avais jamais vue. Pourtant, je connaissais chaque recoin de cette maison. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des papiers soigneusement pliés. Des relevés bancaires anciens, des contrats, et surtout, une série de courriers adressés à André, à une adresse qui n'était pas la nôtre. Une autre Gilles. Une rue inconnue. Toujours la même. J'ai senti mon cœur ralentir, pas s'emballer. Ralentir. Comme si mon corps comprenait avant ma tête que quelque chose de grave se confirmait. Je me suis assise sur le lit. J'ai lu. Lentement, méthodiquement. Les dates s'étalaient sur plus de 20 ans. 20 ans de régularité, de constance. Pas une erreur. Pas un écart. Une organisation. Puis j'ai trouvé une photo. Une photo légèrement cornée, glissée entre deux feuilles. André. Plus jeune. Sourire détendu. À côté de lui, une femme que je ne connaissais pas. Et un enfant. Un petit garçon. Il devait avoir 5 ou 6 ans. Mais elle, la main d'André posée sur son épaule avec cette familiarité que je reconnaissais trop bien. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis restée là, immobile, avec cette sensation très nette que tout ce que j'avais, pressante, venait de prendre corps. Ce n'était plus une intuition. Ce n'était plus une inquiétude vague. C'était une preuve. Une double vie. Pas une aventure. Pas une erreur de parcours. Une existence parallèle. Construite patiemment, année après année, pendant que je faisais fonctionner la nôtre, pendant que je réduisais mes besoins, pendant que je protégeais l'équilibre. Je me suis levée. J'ai remis chaque document exactement à sa place. J'ai refermé la boîte. Je l'ai reposée là où je l'avais trouvée. Je voulais être certaine d'une chose, qu'André ne sache pas encore que je savais. Quand il est rentré le soir, j'ai observé chacun de ses gestes avec un regard neuf. Sa façon de poser ses clés, de se laver les mains, de me demander si j'avais passé une bonne journée. Tout me paraissait légèrement décalé, comme un décor trop bien répété. Il parlait. Je répondais. La conversation était normale. Trop normale. À un moment, il a évoqué un déplacement à venir. Une ville. Encore une autre. J'ai hoché la tête. Et intérieurement, quelque chose s'est figé. Ce soir, après le dîner, je lui ai montré la photo. Sans préambule. Sans accusation. Juste la photo, posée sur la table entre nous. Il a blêmi. Son silence a duré longtemps. Puis il a murmuré que ce n'était pas ce que je croyais. Une phrase automatique. Vide. Ensuite, il s'est assis lourdement. Et il a parlé. Il m'a parlé de cette autre femme. De cette autre maison. De cet enfant qu'il voyait régulièrement. Il a parlé de responsabilité. De choix difficiles. De la peur de me faire du mal. Il a dit qu'il avait pensé pouvoir tout gérer. Qu'il avait cru que le temps passerait sans rien révéler. Je l'écoutais, calmement, comme on écoute quelqu'un raconter sa propre chute. Quand il a fini, il m'a regardé avec une inquiétude nouvelle. Tu comprends maintenant pourquoi je ne pouvais pas te le pardonner et dire. C'est à ce moment précis que j'ai compris autre chose. Il ne regrettait pas d'avoir menti. Il regrettait d'avoir été découvert. Je me suis levée. J'ai ramassé la photo. Je l'ai regardée une dernière fois. Puis j'ai dit d'une voix claire, sans tremblement. Tu as construit ta vie sur mon silence. Et tu as cru que ce silence t'appartiendrait toujours. Je ne savais pas encore comment j'allais agir. Je ne savais pas quelle décision j'allais prendre.
Je trouvais, mais une chose était irréversible. Je ne protégerais plus un secret qui m'avait effacé. La goutte d'eau avait fait déborder le vase. Et ce débordement n'appelait ni cris ni larmes. Il appelait une réponse. Lente, légale, définitive. Les nuits qui ont suivi n'ont pas été peuplées de cauchemars. Elles ont été pleines de pensées. Des pensées ordonnées, presque méthodiques. Comme si, après des années de brouillard, mon esprit avait enfin trouvé une ligne droite. Je ne dormais pas beaucoup, mais je ne me tournais plus dans le lit en cherchant des excuses. Je revoyais la boîte métallique, la photo, les dates. 20 ans. 20 années pendant lesquelles j'avais vécu dans une vérité amputée. Et pourtant, ce qui me frappait le plus, ce n'était pas la trahison sentimentale. C'était la structure, la rigueur, la discipline du mensonge. Je me levais souvent avant l'aube. Je m'asseyais à la table de la cuisine, une tasse de café froid entre les mains. J'écoutais la maison, les murs, le silence. Et je me posais la seule question qui comptait vraiment. Comment avais-je pu ne rien voir aussi longtemps? La réponse ne venait pas sous forme de reproche. Elle venait avec une lucidité nouvelle. J'avais été élevée à croire qu'aimer, c'est ne pas déranger. Que comprendre vaut mieux que confronter. Que le sacrifice est une preuve de maturité. Je n'avais pas été aveugle. J'avais été entraînée à détourner le regard. Je priais parfois. Pas pour qu'André change. Pas pour que le passé se réécrive. Je priais pour rester droite. Pour ne pas agir sous le coup de l'émotion. Pour ne pas transformer ma douleur en chaos. Je voulais une réponse juste. Pas une explosion. À côté de moi, André dormait mal. Je le sentais. Il se retournait souvent. Il soupirait. Il se levait parfois, pour boire de l'eau. Il savait que quelque chose avait changé. Il ne savait pas encore quoi. Et cette incertitude le rendait nerveux. Fou. Je ne lui ai posé aucune question supplémentaire. Je n'ai pas cherché à en savoir plus par sa bouche. J'avais compris une chose essentielle. La vérité qu'il me donnerait serait toujours incomplète. Alors j'ai commencé à observer. Non plus comme une épouse, mais comme une femme qui reprend possession de sa réalité. Oui, j'ai noté mentalement ses horaires, ses déplacements, les vies qu'il citait, les incohérences, sans passion, sans colère, avec précision. Un après-midi, je suis allée à la banque, seule. J'ai demandé un relevé détaillé de nos comptes sur plusieurs années. J'ai souri. J'ai parlé calmement. La conseillère n'a rien soupçonné. Elle a imprimé. En rentrant, j'ai comparé. J'ai vu les retraits réguliers, les virements discrets, les sommes jamais assez grandes pour alerter. Juste assez pour construire ailleurs. Lentement. Patience contre patience. Ce soir-là, j'ai pris un carnet. Un carnet simple, à couverture sombre. J'ai écrit la date. Puis j'ai commencé à noter. Les faits. Les montants. Les villes. Les preuves déjà en ma possession. Je n'écrivais pas pour me faire du mal. J'écrivais pour structurer. L'introspection n'était pas une plainte. C'était un repositionnement. Je pensais souvent à la femme sur la photo. À l'enfant. Je ne ressentais pas de haine. Une tristesse lourde, oui. Et une forme de respect involontaire pour la constance du mensonge. Mais aussi une évidence, si un homme peut construire 2 vies, une femme peut en reconstruire une. Je me suis aussi interrogée sur ce que je voulais vraiment. Pas sur ce que je devais faire. Sur ce que je voulais. La réponse n'était pas la vengeance. Ni même la réparation sentimentale. Ce que je voulais, c'était ne plus être tenue à l'écart de ma propre existence. Ce que je ne voyais pas crier, ni supplier, ni exposer André publiquement. Tout cela aurait prolongé le lien. Je voulais le rompre proprement. Avec la loi. Avec le calme. Avec cette force silencieuse qu'on sous-estime toujours chez les femmes de mon âge. Un soir, j'ai écrit dans le carnet une phrase qui m'a accompagnée longtemps. La vérité n'a pas besoin d'être criée pour être reconnue. À partir de là, quelque chose s'est décidé en moi. Pas encore un plan détaillé, mais une direction claire. J'allais me protéger, me sécuriser, reprendre ce qui m'appartenait légalement et moralement. Je n'étais plus dans l'attente. Je n'étais plus dans la peur. J'étais entrée dans cette zone étrange et puissante, où la douleur devient lucidité. Et où le silence cesse d'être une soumission, pour devenir une stratégie. La préparation a commencé sans éclat, sans menace, sans scène.
Elle a commencé comme commencent les décisions irréversibles, dans le calme, avec une précision presque froide. Je n'ai rien annoncé à André. Je n'ai pas changé mes habitudes. Je continuais à préparer les repas, à parler de choses insignifiantes, à faire comme si la maison n'était pas devenue un champ miné. Ce masque n'était pas une faiblesse. C'était une nécessité. Je savais désormais que tout mot de trop serait retourné contre moi, présenté comme une réaction émotionnelle, une crise passagère. Je refusais de lui offrir cet échappatoire. Le premier pas a été juridique. Un matin, j'ai pris rendez-vous avec un notaire. Pas celui que nous connaissions depuis des années. Pas un homme ami d'André, habitué à ses silences et à ses formules vagues. J'ai choisi quelqu'un de neutre, recommandé par une connaissance lointaine. Une femme, là encore. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'avais besoin d'un regard qui ne minimiserait pas. Allez, dans son bureau, j'ai parlé sans détour. La boîte métallique. Les comptes parallèles. La photo. La double vie. Je n'ai pas cherché à attendrir. J'ai exposé les faits, comme on pose des pièces sur une table. Elle m'a écouté longuement. Puis, elle a dit une phrase qui a posé les bases de tout ce qui suivrait. Vous avez des droits. Et surtout, vous avez le temps de les exercer correctement. Nous avons passé en revue notre situation. Berspaz, les biens, les comptes, les assurances, les héritages potentiels. Chaque élément avait une place, une règle, une conséquence. J'ai compris ce jour-là que le mensonge d'André ne reposait pas seulement sur son habileté. Il reposait aussi sur mon absence de mécanisme décisionnel. J'avais laissé la gestion globale se faire sans moi, par confiance. Cette confiance avait été exploitée. Le notaire m'a conseillé de sécuriser d'abord ce qui m'appartenait légalement. Séparer certains comptes. M'assurer que mes droits ne puissent pas être dilués dans des arrangements obscurs. Préparer un testament clair, non pas pour punir, mais pour empêcher toute manœuvre future. Signer ces documents n'a pas été un moment dramatique. Au contraire, c'était presque apaisant. Chaque signature était une ligne de plus tracée autour de moi. Ensuite, j'ai pris rendez-vous à la banque. Seul. J'ai demandé des explications détaillées. Des historiques complets. J'ai posé des questions précises. La conseillère a été professionnelle. Elle ne savait rien de l'histoire. Mais elle voyait les chiffres. Et les chiffres parlaient clairement. Des virements réguliers. Des retraits planifiés. Une constance qui ne devait rien au hasard. J'ai ouvert un compte personnel. J'y ai transféré ce qui me revenait. Légalement. Progressivement. Sans alerter. Chaque mouvement était justifié. Rien ne pouvait être contesté. Pendant ce temps, André continuait sa vie. Il partait. Revenait. Me parlait de son travail. De ses obligations. Il croyait sans doute que la tempête était passée. Que ma découverte n'avait été qu'un choc. J'étais absorbé par mon tempérament discret. Il se trompait sur une chose essentielle. Mon silence n'était plus une habitude. C'était un choix. Le soir, dans la chambre, je notais. Toujours. Pas des émotions, des faits, des dates, des décisions prises. Le carnet devenait une cartographie de ma reprise de contrôle. Je pensais parfois à ce qu'André ressentirait quand il comprendrait. Pas par cruauté. Par lucidité. Je savais que l'homme qui avait pu mener 2 vies pendant 20 ans ne s'effondrerait pas par remords, mais par perte de maîtrise. Et je voulais être prête à ce moment-là. Il y a eu une étape plus difficile, celle de la maison. Cette maison que j'avais tenue, organisée, habillée de mes choix. Elle n'était pas seulement un lieu. Elle était un symbole. Tant que j'y restais sans rien changer, André pouvait croire que rien n'était réellement remis en question. Alors j'ai posé la question au notaire. Que se passerait à il si je partais? Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit que partir n'était pas fuir, si c'était préparé. Que choisir un autre lieu, un autre cadre, pouvait être une manière de couper les leviers invisibles. Je n'ai pas décidé ce jour-là, mais l'idée a pris racine. Chaque démarche renforçait quelque chose en moi. Une stabilité nouvelle. Je ne me sentais plus trahi. Je me sentais en reconstruction. Je n'avais toujours pas confronté André. Et je ne le ferais pas tant que tout ne serait pas verrouillé. Parce que je savais désormais comment fonctionnent les secrets qu'on croit éternels. Ils résistent aux larmes, mais pas aux preuves. La préparation touchait à sa fin. Bientôt, le piège ne serait plus émotionnel.
Il serait légal, net, irréversible, et je serais prête. Mais le moment est arrivé sans bruit, sans annonce, sans scène préparée. Comme toutes les vérités qui tombent quand on a cessé de les retenir. C'était un soir de semaine, ordinaire. André était rentré plus tôt que prévu. Il avait posé sa veste sur le dossier de la chaise, s'était servi un verre d'eau, et s'était assis en face de moi, comme il l'avait fait des milliers de fois. La télévision murmurait en fond. Tout semblait normal. Trop normal. Je n'ai pas commencé par une accusation. Je n'ai pas parlé de la photo, ni de la boîte, ni des 20 années de mensonges. J'ai simplement posé une chemise cartonnée sur la table, entre nous. Fine, discrète. À l'intérieur, quelques copies. Juste ce qu'il fallait. J'ai vu un notaire, et à jeudi. Il a levé les yeux. Son visage n'a pas changé tout de suite. Puis j'ai vu le calcul. Rapide, froid. Pourquoi faire? Pour comprendre mes droits. Il a esquissé un sourire nerveux. Tu t'inquiètes pour rien. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la chemise. J'ai fait glisser une feuille vers lui, un relevé bancaire. Puis une autre. Puis une troisième. Des dates. Des montants. La régularité d'une organisation trop bien huilée pour être accidentelle. Il a pâli. Où as-tu trouvé ça? À la banque. Sur nos comptes. Sur ceux que je n'étais pas censé regarder. Il a refermé la chemise d'un geste sec. Tu fouilles maintenant? Non. Je vérifie. Il s'est levé, a fait quelques pas dans la pièce. Ses gestes étaient brusques. Son calme habituel se fissurait. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Tu vas tout compliquer. Non, André. J'ai simplifié. Il s'est arrêté net. Qu'est-ce à ce que tu veux dire? Je me suis redressée. Pas pour dominer. Pour être à hauteur. J'ai sécurisé ce qui m'appartient. J'ai séparé ce qui devait l'être. J'ai mis par écrit ce qui restait flou. Il m'a regardé comme si je venais de parler une langue étrangère. Tu me menaces? Je me protège. Le silence qui a suivi était lourd. Pas un silence de colère, un silence de compréhension brutale. Tu crois pouvoir me prendre ce que j'ai construit? Il murmurait. C'est là que j'ai compris qu'il ne parlait pas de moi. Il parlait de son système, de sa double vie, de cet équilibre fragile qu'il croyait éternel. Tu n'as rien construit seul, André. Et ai-je répondu doucement. Tu as utilisé mon silence comme une fondation. Il a serré les poings. Tu exagères. Tu dramatises. C'est toujours pareil avec toi. Les mots étaient anciens. Je les connaissais. Ils avaient longtemps suffi à me faire taire. Non. Cette fois, je constate. J'ai sorti la dernière feuille, une copie du testament rédigé chez le notaire. Rien d'agressif. Rien d'injuste. Juste clair. Il a compris à cet instant précis que le terrain venait de se dérober sous ses pieds. Que ce n'était pas une crise passagère. Que ce n'était pas un chantage affectif. C'était une décision. Tu as parlé à quelqu'un d'autre? A hâté à y demander, la voix plus basse. Seulement aux professionnels concernés. Il a baissé les yeux. Pour la première fois depuis longtemps. Je ne voyais plus l'homme sûr de lui. Je voyais quelqu'un qui réalisait que le contrôle lui échappait. Tu vas détruire notre couple. Il soufflait. J'ai pris une respiration lente. Ce n'est pas moi qui l'ai détruit. J'ai juste arrêté de le soutenir à sens unique. Il n'a plus argumenté. Il n'a plus crié. Il s'est assis lourdement. Comme quelqu'un qui comprend que la partie est terminée. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Rien de plus que ce qui est juste. Je me suis levée. J'ai rangé les papiers. J'ai fermé la chemise. Je ne te demanderai ni explication supplémentaire, ni pardon. Je ne t'offrirai ni scandale, ni vengeance. Mais je ne serai plus complice d'un mensonge qui m'efface. Il n'a pas répondu. Ce soir, il n'a pas quitté la maison. Il est resté, silencieux, comme un homme qui découvre qu'un secret ne s'effondre pas dans le bruit, mais dans la perte de ceux qu'il croyait immobiles. Le piège ne s'était pas refermé par ruse. Il s'était refermé par clarté. Et moi, pour la première fois depuis des années, je ne ressentais ni peur ni doute. Seulement cette sensation étrange et ferme d'avoir repris ma place. Sans cri, sans drame, avec la loi et le silence. L'éclatement n'a pas pris la forme d'un scandale public. Il n'y a pas eu de cri dans l'escalier, ni de porte claquée.
il a été plus insidieux, plus destructeur aussi. Comme ces fissures qui apparaissent dans une maison trop longtemps, maintenues par des étés invisibles. Après cette soirée, André a changé. Pas dans ses paroles. Dans son comportement. Il parlait moins. Il évitait mon regard. Il passait davantage de temps dehors. Il téléphonait plus souvent à voix basse. Comme s'il cherchait à réparer en urgence un mécanisme interne qui venait de se dérégler. Je n'ai rien provoqué. Je n'ai rien raconté à qui que ce soit. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Quand un secret commence à perdre sa base, il se met à produire ses propres secousses. Ali, les premières sont venues de l'extérieur. Un appel, un matin, une voix de femme que je ne connaissais pas. Polie, retenue. Elle demandait André. J'ai répondu qu'il n'était pas là. Un silence a suivi. Puis elle a raccroché sans un mot. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas demandé qui elle était. Je savais déjà. Ensuite, ce fut un courrier recommandé. Officiel. Une mise en demeure liée à un engagement financier que je n'avais jamais signé. Les montants correspondaient au virement que j'avais repéré. J'ai transmis la lettre à mon notaire. Elle a répondu, calmement, fermement, légalement. À partir de là, tout s'est accéléré. André a commencé à recevoir des appels auxquels il ne répondait pas. Il rentrait plus tard encore. Il parlait de complications, de malentendus, de choses à régler. Il me demandait parfois si j'avais parlé. À qui? Quand? Je répondais simplement que je m'occupais de ce qui me concernait. Il a tenté une fois de minimiser, de dire que tout cela pouvait s'arranger, que l'autre vie n'avait jamais eu vocation à me remplacer, que j'étais la stabilité. La vraie. Il a prononcé ce mot comme un argument. La stabilité. J'ai compris alors à quel point il s'était trompé sur moi. Il avait confondu stabilité et inertie. Présence et disponibilité. Fidélité et silence. Autour de nous, le cercle familial a commencé à se tendre. Des proches ont senti qu'il se passait quelque chose. Des questions ont circulé. André répondait de manière floue. Moi, je ne répondais pas. Le silence crée toujours un déséquilibre quand on n'y est pas habitué. Certaines personnes ont pris parti, pas pour moi. Pour l'image. Pour ce qu'elles pensaient devoir être sauvées. Un couple de 40 ans. Une façade respectable. Elles me conseillaient la patience. La discrétion. Le pardon. Je les ai écoutées sans me justifier, parce que je savais que ce qu'elles voulaient sauver ne me protégeait plus depuis longtemps. D'autres se sont éloignés. Par gêne. Par peur. Parce que la vérité dérange même quand elle n'est pas encore formulée. La maison elle-même semblait différente. Les pièces trop grandes. Les silences plus lourds. André dormait souvent sur le canapé. Non par punition. Par incapacité à affronter la proximité. Je le regardais parfois, cet homme avec qui j'avais partagé tant d'années. Et je ne ressentais plus ni colère, ni tristesse vive. Seulement une distance irréversible. Comme lorsqu'on comprend qu'un lien n'est plus ce qu'on croyait, mais autre chose. Quelque chose de plus étroit. De plus formel. La seconde famille a fini par apprendre mon existence officielle. Non par moi. Par les documents. Par les blocages. Par les réponses juridiques. Le mensonge qui s'effondre laisse toujours des traces administratives avant de laisser des traces émotionnelles. Je n'ai pas cherché à savoir ce qu'il ressentait. Je savais seulement que je n'étais plus responsable de protéger des constructions qui m'avaient exclu. André a tenté une dernière approche. Un soir tard, une voix basse. Des regrets formulés sans profondeur. Il disait qu'il n'avait jamais voulu me faire du mal. Qu'il avait cru pouvoir gérer. Que le temps finirait par arranger. Je lui ai répondu doucement que le temps n'arrange que ce qu'on entretient honnêtement. Que tout le reste se dégrade. Il n'a pas insisté. À partir de ce moment-là, j'ai cessé d'être au centre de la tempête. Elle continuait autour de moi, mais je n'étais plus dedans. Je la regardais de loin. Comme on regarde un paysage qu'on a quitté. L'éclatement familial n'a pas produit de victoire. Il a produit un déplacement. Chacun a été forcé de regarder ce qu'il préférait ignorer. Les rôles se sont inversés. Les silences ont changé de camp. Et moi, au milieu de ce désordre, j'ai senti quelque chose de nouveau s'installer. Une stabilité réelle cette fois. Pas celle qui supporte tout. Celle qui choisit ses limites. Je n'avais pas détruit une famille. J'avais cessé d'en être la fondation invisible. La nouvelle vie n'a pas commencé le jour où André a quitté la maison avec une valise trop pleine pour être improvisée.
Elle n'a pas commencé non plus quand j'ai changé les serrures ou quand j'ai signé les derniers papiers. Elle a commencé plus tard, à un moment presque imperceptible, quand mon corps a cessé d'attendre. J'ai déménagé dans un appartement plus petit, dans une ville où personne ne me connaissait. Pas par fuite, mais par respiration. J'avais besoin d'un lieu qui ne soit pas saturé de souvenirs, de phrases non dites, d'objets chargés d'un sens devenu trop lourd. Ici, les murs étaient neutres. Les fenêtres donnaient sur une rue calme. Rien n'exigeait de moi que je sois quelqu'un d'autre que ce que j'étais devenu. Les premiers jours, j'étais maladroite. Je me levais sans savoir quoi faire ensuite. Pendant des décennies, mes gestes avaient été orientés vers l'autre. Prévoir, anticiper, ajuster. À présent, personne n'attendait que je comble un silence ou que je rende une situation confortable. Ce vide m'a déroutée. Puis il s'est transformé. J'ai commencé par des choses simples. Aller au marché sans liste précise. Choisir un fruit parce qu'il me plaisait. Rentrer sans me presser. M'asseoir à la table de la cuisine et manger sans penser à la vie de quelqu'un d'autre. Ces gestes minuscules m'ont appris quelque chose d'essentiel. La liberté n'est pas spectaculaire. Elle est discrète. Elle s'installe dans les détails. Je marchais beaucoup. Le matin surtout. J'aimais observer les gens qui allaient travailler, les cafés qui s'ouvraient, les voix mêlées. Personne ne savait ce que j'avais traversé. Personne ne me regardait comme la femme de, ou celle qui. J'étais une présence ordinaire. Et cette ordinarité me réparait. Les nuits, en revanche, n'étaient pas toujours paisibles. Il m'arrivait de me réveiller avec une sensation de manque. Pas le manque d'André. Le manque de l'ancienne organisation. De ce cadre que je connaissais par cœur, même s'il me blessait. Il faut du temps pour que le corps comprenne que ce qui était familier n'était pas forcément sain. Je pensais parfois à l'autre femme, à l'enfant, à ce qu'ils avaient ressenti quand la vérité avait cessé d'être un secret. Je ne ressentais ni jalousie ni colère, plutôt une forme de compassion distante. Si nous avions été pris dans la même construction, chacun à une place différente, et chacun avait dû faire face, un jour ou l'autre, à ce qu'André avait cru éternel. André, justement, revenait parfois dans mes pensées, pas comme une obsession, comme un fait. Je n'essayais plus de comprendre ses motivations. J'avais compris que chercher des explications chez quelqu'un qui a menti si longtemps revient souvent à prolonger le lien. Or, je ne voulais plus être liée à ce passé-là autrement que par ce qu'il m'avait appris. Un message est arrivé un après à midi. De lui. Court. Sans émotion apparente. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu. Je l'ai reposé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la lumière entrer par la fenêtre. J'ai pensé à ce que répondre signifiait vraiment. Était à se rouvrir une porte, rassurer une conscience, ou simplement reconnaître une existence passée. Je n'ai pas répondu. Pas par vengeance, par cohérence. Je n'étais plus tenue de rassurer quelqu'un qui m'avait construite, comme un angle mort. La question du pardon s'est imposée plus tard. Non comme une obligation morale, mais comme une réflexion intime. On parle souvent du pardon comme d'une étape nécessaire. On oublie de dire qu'il doit être libre, sans pression, sans attente de retour. Pour moi, pardonner ne pouvait pas signifier minimiser, ni renouer, ni faire comme si. Pardonner, dans mon cas, signifiait ne plus laisser la colère décider de mes gestes. Et cela, je pouvais le faire seule. Peu à peu, j'ai senti mon corps se détendre. Mes épaules n'étaient plus crispées. Je respirais plus profondément. Je dormais mieux. Mon esprit n'était plus en alerte permanente. Cette détente-là n'était pas une euphorie. C'était une stabilité nouvelle. J'ai acheté un carnet. Pas pour noter des preuves, ni des dates. Un carnet pour écrire ce qui venait. Des souvenirs heureux, des pensées simples, des phrases que je n'avais jamais osé formuler parce qu'elles n'avaient pas d'utilité immédiate. J'écrivais sans but, sans logique, et cela me faisait du bien. Je me suis surprise à rire. Pas souvent, mais sincèrement. Dans une conversation anodine. Devant une scène banale. Ce rire-là, inattendu, m'a ému plus que je ne l'aurais cru. Il n'était pas une réaction. Il était une présence. Je ne dirais pas que tout était réglé. Il y avait encore des jours de fatigue, des moments de solitude. Mais cette solitude n'était plus une punition. Elle était un espace, un choix.
Je regardais parfois mon reflet dans la vitre le soir. Une femme âgée, oui, marquée, transformée, mais droite. Je ne cherchais plus à être comprise. Je cherchais à être fidèle à ce que j'étais devenue. Cette nouvelle vie n'était pas une récompense. Elle était une continuité. Celle d'une femme qui avait cessé de porter un secret qui n'était pas le sien. Je n'avais pas gagné contre quelqu'un. J'avais récupéré quelque chose de plus précieux. Moi, à même. Je savais qu'un jour il me faudrait poser un regard définitif sur ce qui avait été ma vie pendant tant d'années. Non pas pour raviver la douleur, mais pour lui donner une place, une limite, un sens. Ce jour est venu sans solennité, un matin calme, où rien d'exceptionnel ne semblait devoir arriver. Je me suis assise près de la fenêtre, une tasse de thé entre les mains. La rue s'éveillait doucement. Des pas pressés, des voix lointaines. La vie poursuivait son mouvement, sans se soucier de mon histoire. Et pour la première fois, cette indifférence ne m'a pas blessée. Elle m'a apaisée. J'ai pensé à la femme que j'avais été. Celle qui croyait que l'amour se mesure à ce que l'on supporte. Celle qui pensait que se taire était une preuve de maturité. Celle qui arrangeait tout pour que rien ne déborde, même au prix de sa propre disparition. Cette femme-là n'était pas faible. Elle faisait avec ce qu'on lui avait appris. Elle croyait bien faire. Je ne la jugeais plus. Je la reconnaissais.